Alors, on va passer au fait du jour et c'est ce drame qui a eu lieu ce matin dans l'Eure. Un fourgon de l'administration pénitentiaire a été attaqué. 2 agents ont été tués et 2 autres sont entre la vie et la mort. Le détenu, quant à lui, est encore en fuite à l'heure où je vous parle. Vous allez voir les images de l'attaque dans un instant. Elles font froid dans le dos. On va vous donner toutes les informations là-dessus parce qu'il y a énormément d'infos et c'est le fait du jour. Même le président de la République a pris la parole, bien sûr, Gabriel Attal, le Premier ministre également. Reda Bellage va nous dire aussi où on en est. Alors, on va revenir sur l'attaque en détail. Vous allez nous dire ce qui s'est passé, Reda Bellage. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, Michel Marie. Une vidéo de l'attaque a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On va voir dans un premier temps qu'une voiture bélier a foncé dans le fourgon de l'administration pénitentiaire afin de bloquer celui-ci. Michel, qu'est-ce qui se passe déjà là et qui se trouve dans ce fourgon pour nos téléspectateurs? Alors, dans ce fourgon, il y a un détenu qui venait d'être entendu par un juge d'instruction. C'est un détenu, un voyou connu. Il a 13 condamnations à son casier judiciaire. Il s'appelle Mohamed Amra. Il est né en 1994, il a donc 30 ans et il a plusieurs dossiers en cours. Une tentative d'homicide volontaire à Saint-Étienne-du-Rouvray. À Saint-Étienne-du-Rouvray, il a également enlèvement, séquestration suivi de mort d'un trafiquant de stupes à Marseille et encore une autre affaire, je crois. Donc, il fait l'objet de différentes enquêtes et il venait d'être condamné à 18 mois de prison ferme pour des vols aggravés. Et je précise que dimanche dernier, il a été surpris dans sa cellule en train de scier les barreaux de sa cellule. Alors, on va voir, vous allez nous expliquer ce qui se passe là. On a déjà vu la voiture bélier. On va faire point par point puisqu'on va voir ensuite les autres extraits. Donc là, il était donc dans le fourgon. Et là, il y a une voiture bélier qui fonce dessus. C'est ça. Voilà. Elle arrive d'où en fait cette voiture? La voiture, elle arrive à contresens. Là, on voit qu'elle était sur l'aire d'autoroute et juste après le péage. Et dès qu'il devait être renseigné, c'est pas possible autrement. Et dès qu'il voit le fourgon qui a passé la barrière du péage, il fonce pour stopper le fourgon. Et on a une deuxième équipe qui arrive derrière. Donc ils sont 2 équipes en réalité. Donc c'est ça, il n'y avait qu'un fourgon pénitentiaire. Il y a 2 fourgons pénitentiaires. Et derrière le deuxième fourgon, il y a une autre équipe. Alors, derrière le deuxième fourgon, il y a une équipe de voyous. C'est-à-dire qu'ils sont 2 équipes de voyous. Et ils ouvrent le feu presque immédiatement. Et c'est un carnage. Michel. C'est une opération commando qui est extrêmement bien orchestrée, bien montée. Il ne laisse aucune chance aux surveillants pénitentiaires, aux gens qui sont de l'administration pénitentiaire. Et c'est une véritable exécution. Ils stoppent par la voiture bélier, ils stoppent le convoi, ils ouvrent les portes et ils tirent pour extraire leurs copains, qui devaient être très importants à leurs yeux, parce que là, ils prennent des risques absolument insensés. On a l'impression de retomber dans les années 80. Quoi. Alors, on va revenir là-dessus, bien entendu. On va voir ensuite quelqu'un sortir du véhicule, sans doute le détenu, puis l'ensemble du commando s'enfuir. Reda, donc on le voit là, c'est un truc de fou, cette histoire. Oui, c'est extrêmement violent. J'ai une carrière de 26 ans, moi j'ai jamais vu ça, à part l'évasion en 2003 sur la prison de Fresnes, où il y avait un commando de 15 individus qui s'étaient attaqués à une prison. Déjà on commençait à se dire qu'on avait passé quand même une étape en termes de violence. Et puis là, je ne parle pas d'une évasion, on peut plus parler d'une exécution, comme vous l'avez dit. Ah, c'est ça. Voilà, c'est une exécution, c'est du jamais vu. Parce qu'on 2 agents pénitentiaires sont morts, 3 autres ont été grièvement blessés, dont 2 entre la vie et la mort. Oui, et on est entre... Alors, il y a un acte préparatoire, c'est des gens qui sont très organisés, mais en même temps, on n'a pas l'habitude de ça, parce que des gens qui sont fichés au grand banditisme, ils préparent aussi bien que ces individus, mais la différence, c'est que leur but, c'est pas de tuer des policiers là, ou des agents de l'administration pénitentiaire, mais là, c'est le but. C'est le but. Et en fait, je pense honnêtement, ils ne se rendent pas compte des risques qu'ils ont pris, parce que là, on va les traquer, que ce soit mes camarades gendarmes. Et j'apporte d'ailleurs au passage mon soutien et courage aux familles des 2 collègues qui sont décédés et des 3 collègues qui sont grièvement blessés, parce que ces images, je pense qu'on va les avoir nous aussi en tête, et honnêtement, la police est solidaire de ses collègues. Vous avez bien raison. On va voir les images de l'attaque, c'est très très impressionnant. On va voir l'attaque et j'ai énormément de questions à vous poser, parce que je trouve que l'attaque est très très longue et que, mine de rien, c'est vrai que... on a l'impression que ça dure quoi, 2 minutes 40, 3 minutes, c'est ça à peu près? 2 minutes. Un peu plus de 2 minutes. Reda, ce qui est incroyable, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment une exécution, je pense, qui venait
vraiment pour exécuter aussi les membres de du fourgon pénitentiaire. C'est vrai que c'est un truc de fou, les policiers, les gendarmes. Oui, d'habitude, quand vous... oui, c'est ça. Le but, c'est de surprendre, de créer la surprise, de choquer. Et puis, une fois que c'est fait, en général, les collègues, vous êtes équipés d'une arme automatique, une arme létale, simple, on va dire, même si ça reste une arme de guerre, face à des individus qui sont équipés d'armes de guerre, tout simplement, et cagoulés, armés, en général, vous obtempérez. Mais là, je pense que mes collègues n'ont même pas eu le temps, d'après les images, de pouvoir ne serait-ce que réagir, ne serait-ce que dire « Ok, prenez-le ». Alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a un véhicule brûlé qui a été retrouvé à proximité du péage. Il pourrait s'agir de celui utilisé par les hommes qui ont attaqué le fourgon. Regardez. Donc après l'attaque du fourgon, comment ça s'est passé? Ils sont donc partis avec un autre véhicule, avec donc le détenu. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont partis dans ce véhicule qu'ils ont brûlé. Voilà. Et il y avait une troisième voiture qui les attendait, de marque allemande. Ils se sont engouffrés dans la voiture et ont pris la fuite. Voilà, très très rapidement. Ça a duré donc plus de 2 minutes 50, à peu près 2 minutes 40. Aujourd'hui, il y a énormément de moyens qui ont été mis en place. Comment c'est vrai que les gens se posent la question, c'est vrai que comment c'est-il qu'ils n'aient pas été interpellés tout de suite, comment ça se passe? Et est-ce que la vraie question aussi qu'on peut se poser, c'est que c'était à côté de petites villes, etc. Comment on peut faire dans un cas pareil pour vraiment qu'il y ait des forces de police qui viennent et qui soient assez armés, parce que là, ils étaient armés très lourdement. La police municipale de telle petite ville ou telle petite ville, même si elle vient, ils sont sous-équipés. Comment ils peuvent faire? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. C'est à un moment, je l'ai déjà dit sur votre plateau, sur d'autres affaires, il y a un moment, il faut qu'on s'adapte. C'est-à-dire qu'il faut que la justice s'adapte avec une prise en compte, vu si je puis me permettre de parler de palmarès, vu le palmarès de l'individu. Déjà, est-ce qu'il y a eu un suivi? Je ne pense pas. J'entends sur les médias, oui, il avait commis des petits délits, mais c'est à partir des petits délits qu'on commence déjà à prendre en considération quand il était gamin à l'époque. Et puis la réponse pénale, je suis désolé, mais elle n'était pas présente. Vu le nombre de faits pour lesquels il est connu, c'est quelqu'un qui aurait dû peut-être... Est-ce que là, les moyens étaient suffisants pour transporter un individu aussi dangereux? Est-ce que le fourgon là qui était l'un derrière l'autre, est-ce que c'était assez important pour transformer un tel individu? Écoutez, alors il semblerait qu'il était connu pour plusieurs faits, mais en l'occurrence il était incarcéré pour un délit de droit commun, à ma connaissance. Donc déjà, même s'il avait une affaire en suspens pour laquelle il était en train d'être auditionné, apparemment, il en revenait d'une audition avec un juge d'instruction. Que ce soit, je ne vais pas parler au nom de mes collègues de l'administration pénitentiaire, mais que ce soit les policiers, les gendarmes ou l'administration pénitentiaire, on n'a pas les moyens de suivre un convoi, d'être équipé à plusieurs véhicules pour faire suivre un convoi. C'est une attaque qu'on ne pouvait pas du tout prévoir. Pas du tout. Il y a un protocole, il y a différents niveaux, il y a le niveau 3, niveau 4. Apparemment, lui, il était en niveau 3. Donc, niveau 4, c'est sûr, vous avez le RAID, le GIGN, comme on l'a fait avec Ferrara, comme on l'a fait avec des individus qui sont hyper connus pour des évasions. Là, on ne pouvait pas le prévoir. Quelles sont les dernières infos, Gilles et Michel? Alors, il y a le plan épervier qui a été déclenché, donc c'est une alerte rouge, le GIGN les traque. Et évidemment, maintenant, il y a une enquête sur le terrain, mais il y a aussi la traque des complicités éventuelles. Comment... Alors, on a parlé, j'ai entendu dire à un moment qu'il y avait une complicité. Est-ce que c'est vrai cette histoire de complicité d'un surveillant pénitentiaire? On a entendu parler de ça. Est-ce que c'est... Le péage, c'est un lieu de vulnérabilité. D'accord. Donc, pour être là avec une voiture bélier, pour attendre, savoir l'heure, le trajet, le jour, c'est qu'ils ont eu des renseignements. Alors maintenant, ils vont traquer la téléphonie du détenu. Est-ce que lui savait à alerter quelqu'un? Ils vont examiner tous les gens qui sont venus au parloir, voir, et après, ils vont voir s'il y a une complicité extérieure qui aurait pu donner des informations. C'est une piste, c'est une des pistes. Voilà. On ne dit pas que c'est la piste privilégiée, mais c'est une des possibilités. À partir du moment où qu'il est convoqué pour une affaire, alors je ne dis pas que c'est l'avocat ou autre chose, mais à partir du moment où il est convoqué pour une affaire, on est dans un état de droit.
les gens savent que, ses proches sûrement, par l'intermédiaire peut-être de l'avocat, ils peuvent très bien savoir que tel jour il va être auditionné. Et après, vous faites comme ils font maintenant aujourd'hui, on en a parlé, même dans les homejacking, ils font comme nous, les policiers. Aujourd'hui, vous avez la société française et vous avez une autre société qu'on a laissé se créer, une société qui est organisée, qui sait maintenant monter au braquage, qui fait travailler comme la police, c'est-à-dire qu'ils vont placer sous surveillance les collègues de la pénitentiaire, ils peuvent placer sous surveillance juste avant l'audition devant le tribunal judiciaire concerné, ils vont le suivre et ils vont frapper. Quel est le protocole en cas d'attaque comme ça pour les surveillants pénitentiaires et ceux qui ont fait le transfert? C'est quoi le protocole? Écoutez, ça c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils sont entraînés à vivre de telles situations? Est-ce qu'on leur dit, en cas de situation comme ça, peut-être, parce que je vois que les portes souffrent tout de suite, les portes... Oui, non, mais déjà, vous voyez l'équipement, je suis désolé, je ne suis pas représentant, mais comme ça, on peut... déjà, avec un équipement comme ça, je veux dire, c'est un fourgon limite de livraison. Exactement, c'est ça que je vous dis. Nous, on a toujours connu ça. C'est pas d'hier, c'est ce que je vous ai dit, c'est un problème de s'adapter à la violence, au niveau de violence actuel. Et on n'est plus adapté. Il faut vraiment, je pense, trouver des solutions par rapport à ça. Surtout que depuis 92, il n'y a pas eu d'attaque de fourgon pénitentiaire. Donc, on n'était plus du tout habitué à une attaque surprise. Et je pense même que s'il y avait eu un service comme le RAID, ils auraient été surpris de la même façon. Ils arrivent sur un commando suréquipé et qui avait tout préparé. Alors, il y a aussi plusieurs hypothèses. J'ai entendu aussi, j'ai eu énormément de gens au téléphone aujourd'hui. Donc, j'ai eu cette hypothèse de ce surveillant pénitentiaire qui serait complice. Ils sont en train de mener l'enquête. Il y a une autre hypothèse aussi qui est là, qui a fait surface il y a dernièrement. Je vous la donne. C'est une hypothèse, bien sûr, à prendre au conditionnel. Il se dit aussi que ce seraient peut-être des ennemis qui l'auraient aussi peut-être sorti du fourgon pour... parce qu'ils pensaient qu'ils savaient trop de choses et que c'était aussi un moyen aussi de... Voilà. Alors je vous dis toutes les hypothèses qui sont émises actuellement. Voilà. Non mais là, dans ce cas-là, Cyril, si je peux me permettre... je vous dis toutes les hypothèses. Voilà. Là, alors si c'est des gens qui sont connus des services de police, c'est du grand banditisme, c'est des trafiquants de drogue, ils savent très bien que là, les gars, ils vont les attraper, c'est sûr. Oui. Et puis là, c'est Ah non, mais là, moi, la prison à vie, malheureusement, en France, n'existe pas vraiment. Qui m'a dit, ils ont pris des risques inconsidérés. Et là, ils vont vivre des moments très, très, très compliqués parce que là, ils sont traqués là et que ça va être très, très chaud. Oui, là, on a 200 gendarmes, on a donc là, c'est vraiment la GIGN. priorité. Vous pensez qu'on va les retrouver assez vite? Je pense que ils sont sur leur trace. Vous savez, c'est difficile de donner. On ne peut pas donner des indications comme ça devant des millions de personnes, mais là, vous vous doutez bien que tout le monde va être placé déjà, tous les proches, normalement, vont être placés en garde à vue. Ça, c'est automatique. Aujourd'hui, le plan épervier. Après, vous allez solliciter aussi les services de police, du coup, et les services militaires. Et au niveau des services de police, on va enclencher la BRI nationale. Toutes les BRI vont être dessus. On va avoir des outils, parce que là, à ce moment-là, le ministère il nous donne quand même les moyens. En termes d'état de droit, on peut mettre en place beaucoup d'écoutes téléphoniques très rapidement, contrairement aux affaires normales, on va dire, habituelles. Donc oui, on va les traquer et puis surtout, on va surveiller les frontières, parce que la première chose que va faire, logiquement, cet individu, c'est aller se réfugier dans un autre pays. Là, je peux vous garantir que... Je ne peux pas garantir qu'il va arriver à ne pas sortir, parce que s'il est organisé, ce sera peut-être le cas. Mais une équipe organisée, elle n'abat pas des fonctionnaires d'État comme ça. Exactement, je suis assez d'accord. Merci, on pense surtout aux familles des victimes qui doivent être franchement dans un désarroi total ce soir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci.